Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Nous vous proposerons des clés pour faire des économies à la pompe ou même pour vos factures d'énergie dans un instant. L'inflation revient-elle durablement? Les courses peuvent devenir un casse-tête pour beaucoup d'entre vous. Et à chacun sa technique pour s'y retrouver. Nous irons en banlieue toulousaine pour connaître vos astuces pour faire des économies. Sur fond d'incertitude, de tensions géopolitiques et militaires, l'armée française se tient prête. Dans ce journal, nous nous rendrons au cœur d'un navire prêt à intervenir sur tous les théâtres d'opération, vous verrez. Et puis connaissez-vous le métier de carillonneur? Ces musiciens qui font résonner leurs partitions dans de nombreuses églises de nos régions. Nous découvrirons tous les secrets pour jouer de cet instrument. Les tensions géopolitiques actuelles bouleversent notre quotidien, vous le savez, avec le conflit en Iran. Le prix de l'essence à la pompe s'envole. C'est pour cette raison que de nombreux Français décident de passer à l'éthanol, un carburant beaucoup moins cher. Tout cela sans changer de véhicule. Explication avec TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, et Nora Le Nôtre. Je vous confirme que votre véhicule est compatible, on va pouvoir installer un boîtier. Le verdict est tombé, la voiture de Valérie remplit toutes les conditions pour rouler à l'éthanol. Une décision qu'elle a prise face à l'augmentation du prix du carburant. En fait, j'utilise ma voiture surtout pour faire des grands trajets. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation du coût de l'essence, super, même en super bio, ça revient cher, quoi. Et donc ça permet de faire des économies. Comme Valérie, ils sont nombreux à se tourner vers cette alternative. Alors que le prix du litre d'essence tourne actuellement autour de 2,10 €, l'éthanol, lui, stagne à 84 centimes le litre. De quoi faire réfléchir les automobilistes. Dans son garage à Guipava, Lionel Morvan a vu les demandes exploser. Avant, je faisais 2-3 boîtiers par mois. Aujourd'hui, je fais plusieurs par semaine. L'éthanol est un carburant qui n'a pas la même méthode de combustion que l'essence ou le diesel. Grâce à ce petit boîtier, les garagistes vont pouvoir modifier les paramètres d'injection dans le moteur. Cette opération permet aux automobilistes d'économiser en moyenne 1 500 € par an. Il existe également une autre technique, celle de la reprogrammation du moteur. Elle permet de modifier les paramètres afin qu'il accepte l'éthanol en plus de l'essence. Mais contrairement au boîtier, elle n'est pas homologuée par l'État. Mettre à jour son calculateur n'est pas une opération interdite ni illégale, car ce n'est pas une modification notable. En revanche, l'utilisateur doit respecter le carburant qui est mentionné sur sa carte grise. S'il veut utiliser un biocarburant par la suite, il faut qu'il fasse une modification de sa carte grise. Comptez de 800 à 1 300 € pour l'installation d'un boîtier bioéthanol et entre 350 et 700 € pour une reprogrammation du moteur de votre véhicule. À l'heure où la vie coûte de plus en plus cher, de nombreuses communes proposent l'achat groupé de l'énergie. Un choix qui fait baisser la facture à la fin de l'année à de nombreux Français pour qui chaque économie est une bonne chose à prendre. Exemple à Villars, dans la Loire, avec ce reportage de TL7, Thibaut Rivière. Sylviane a l'habitude de faire des économies. Chaque année, tout y passe, mutuelle, forfait téléphonique et cette fois, c'est au tour du fournisseur d'énergie. Cette retraitée espère réduire sa facture de gaz et d'électricité grâce à l'achat groupé. Là, on me propose quelque chose peut-être de moins cher. Si je gagne 10 €, je gagne 10 €. Ça me permet, par mois, ça me fait quand même 320 € dans l'année. Ça me permettra peut-être un spectacle ou deux, des choses comme ça. Cela fait 9 ans que la ville de Villars a déjà lancé ce projet en collaboration avec une entreprise privée. Le contexte international impose des prix de l'énergie plutôt à la hausse. La ville a donc souhaité garder ce dispositif en 2026. C'est un dispositif qui est mis en place sur notre commune depuis 2017. On constate l'année dernière que c'est environ 5% de la population de Villars qui a adhéré à ce groupement. C'est entre 300 et 400 € selon sa consommation par an. Donc ça peut être de 20 à 35 € par mois
d'économie d'énergie. Ecodigo est passé par un fournisseur d'électricité suisse et de gaz girondin pour réaliser cet achat groupé. L'entreprise espère élargir la clientèle pour proposer un nouveau fournisseur à un prix attractif. On arrive à regrouper sur cet achat groupé de ce trimestre une trentaine de communes. Ça représente potentiellement 20 000 préinscriptions. Et donc pour les fournisseurs, c'est très intéressant de récupérer un portefeuille d'un seul coup de 20 000 clients. Et ça leur revient beaucoup moins cher que de mettre des commerciaux sur le terrain ou de démarcher, de payer des campagnes de publicité. La préinscription est possible jusqu'au 31 mai. Les lauréats sont choisis par Ecodigo et le conseil municipal. Un comparatif sera disponible dans vos mails début juin et il n'est pas obligatoire d'habiter sur Villars pour souscrire à cette offre. Et puis avec la reprise de l'inflation associée à un pouvoir d'achat en baisse, les courses au supermarché deviennent un vrai casse-tête pour certains d'entre vous. Alors à chacun sa technique pour s'y retrouver. Exemple en banlieue toulousaine avec Lénie Amen de la Dépêche du Midi. On survit, on ne vit pas. Je faisais les courses de 100 €, je suis obligée de les faire 50 € parce qu'il faut privilégier le carburant parce que c'est avec ça que je vis. Tout a augmenté. Plus ça va et plus ça augmente, mais bon, centime par centime, au bout d'un moment, on se déplace autrement, on mange autrement et on s'adapte. On compte chaque euro et on n'achète que quand c'est en promotion. Entre le coût de l'essence et l'augmentation perpétuelle des denrées alimentaires, oui, on fait plus attention. Et puis les étudiants sont également touchés de plein fouet par la conjoncture économique. Les jeunes encore en études rencontrent des problèmes, notamment pour trouver des logements abordables. Cela oblige les bailleurs sociaux à revoir leur modèle et à proposer des alternatives. Plus de précisions avec Puissance Télévision à Wassy, en Haute-Marne. Clémentine Coppola. À Wassy, rue du Général de France, cet appartement pourrait bien séduire de futurs étudiants. Situé en rez-de-chaussée dans une résidence sécurisée, ce T1 de 46 mètres carrés est proposé à la location par le bailleur social Amaris. On possède 5 900 logements répartis sur 110 communes, du sud de la Haute-Marne, donc après Langres en direction de Dijon, jusqu'au nord de la Haute-Marne en direction de Saint-Dizier. On propose divers logements, des individuels, du logement collectif, donc en appartement, et également des logements dédiés aux étudiants. Dans la pièce principale, un espace de vie avec un coin nuit. À côté, une cuisine, une salle de bain et des rangements. Un logement pensé pour être fonctionnel à proximité des commerces et des transports. L'idée est de proposer des logements prêts à être occupés avec un mobilier déjà sur place. Le loyer s'élève ici à un peu plus de 340 € avec certaines charges comprises, avec des dispositifs d'aide possibles. Il faut déposer une demande de logement. Cette demande est disponible sur notre site internet amaris.fr et donc vous serez recontacté. Le fait de proposer cette offre-là permet aux jeunes donc de pouvoir faire leurs études, en tout cas prolonger leurs études ici après Parcoursup et éventuellement avec des propositions d'emploi qui puissent rester et s'implanter sur le département. Avec des services inclus, un accompagnement de proximité et un numéro d'urgence technique, Amaris mise sur la simplicité et la sécurité pour ses locataires. L'entreprise veut répondre aux demandes des étudiants de plus en plus nombreux à chercher des solutions accessibles et immédiates sur le territoire. Tout autre chose maintenant. Depuis le 15 mai dernier, les boutiques de CBD, très en vogue ces dernières années, n'ont plus le droit de commercialiser des produits alimentaires à base de cannabidiol. Cette interdiction perturbe l'activité de ces commerces, mais surtout l'habitude de consommation des clients. Reportage de Nathan Muller pour Moselle TV. Regardez. Les rayons de la boutique de Julien se sont beaucoup vidés. Pour cause, il a dû liquider tous ses produits alimentaires. Il y avait les huiles, il y avait les bonbons classiques, bonbons à sucer, les sucettes, il y avait les cônes de glace, il y avait les cookies, il y avait les infusions. On est assez fortement impacté. On est à 25% d'alimentaire dans le magasin. On se pose vraiment des questions sur l'avenir de l'entreprise, comment ça va se passer. Les aliments représentaient 15% du chiffre d'affaires de Nicolas. Mais ce n'est pas sa plus grosse inquiétude. Pour nous, aujourd'hui, on va s'en sortir, on va rebondir, il n'y aura pas de souci, mais je pense surtout à ces clients-là qui, eux, vont se retrouver seuls comme ça du jour au lendemain, sans pouvoir avoir leurs produits. On prend l'exemple de quelques clients qui ont des cancers, des fibromyalgies, ce genre de choses, qui étaient très contents d'avoir un produit donc pur, naturel. Je trouve que c'est très dur comparé à ces personnes-là. Pour ces clients, aucun autre produit n'est adapté à leur consommation. Très honnêtement, on ne peut pas combler ça par autre chose, puisque ces clients-là, ils ne vont pas venir pour prendre des fleurs pour fumer, ils ne vont pas venir pour vaporiser, ils vont pas
il n'y aura rien d'autre qui sera à même de leur convenir. Donc nous, ça sera une perte directement, sans aucune alternative derrière. Ouais. Avec l'entrée en vigueur de la mesure, les vendeurs se retrouvent avec de grosses quantités d'invendus qui pourraient être détruits si aucune solution n'est trouvée. On se demande souvent ce que deviennent les produits invendus de nos supermarchés. Figurez-vous qu'une partie sont utilisés pour fabriquer de l'énergie verte. Un biogaz qui est notamment utilisé pour produire de l'électricité, de la chaleur, mais aussi du carburant, tout en respectant davantage la préservation de la planète. Explication en Ille-et-Vilaine avec ce reportage de TVR, Laure Petit et Tristan Mahé. Dans ce supermarché, ces fleurs invendues sont déposées dans ces bacs verts réservés aux biodéchets. On ne mélange pas les produits organiques et les produits emballés et on dissocie les deux. Voilà. Et le camion récupère toutes les semaines les différents bacs. Les bacs rejoignent ce site de traitement. Une fois passé le contrôle qualité et sanitaire, les biodéchets sont revalorisés. Ils deviendront de l'engrais pour les champs ou du gaz renouvelable. Les déchets qui arrivent ici sont préparés, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est emballage plastique, on va en réaliser une soupe. Elle va subir par exemple un broyage de 12 mm. On va la chauffer à 70 degrés pendant 1 heure, donc ce qu'on appelle l'étape d'hygiénisation. Et ensuite une dernière étape qui va être la surfiltration, qui va nous permettre de garantir qu'il n'y ait pas de plastique dans les soupes, parce que c'est un sujet très important. On ne veut pas derrière polluer nos sols pour que cette filière reste durable. Ensuite, après cette étape de surfiltration, elle est envoyée en méthanisation. Ce gaz vert issu de la méthanisation permet de réduire l'utilisation de gaz fossiles importés d'autres pays. Il faut savoir par exemple que Rennes Métropole fait rouler 50% de sa flotte de bus métropolitaine au bio-GNV, donc qui est le carburant issu du biogaz. En Ille-et-Vilaine, 12% de gaz renouvelable sont consommés, c'est 3 fois plus qu'au niveau national. Et puis dans un contexte de tensions internationales, la marine française se tient prête, elle. Partons à la découverte d'un navire de guerre particulier, le Dixmude. C'est son nom et c'est un engin conçu pour intervenir sur plusieurs missions en même temps. À l'occasion d'une formation de jeunes marins en Martinique, nos confrères d'ATV ont pu visiter ce navire particulier, Dorian Cahuela. Depuis le 17 février, plus de 800 militaires sont engagés dans la mission Jeanne d'Arc à bord du Dixmude et de la frégate Aconite. Pendant 5 mois, 162 officiers élèves de l'école navale suivent une formation interarmée en conditions réelles. Le Dixmude fait actuellement escale à Fort-de-France. Dixmude, c'est un des 3 porte-hélicoptères amphibies que possède la marine nationale. Il y en a 2 autres en complément de celui-ci, donc le Tonnerre et le Mistral. Le Dixmude, il a été construit et mis à flot aux alentours des années 2010. Donc c'est un bateau qui est relativement moderne, qui est relativement récent. C'est des bateaux qui ont un large spectre d'emploi. On les appelle communément un peu les couteaux suisses de la marine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont capables de remplir plusieurs fonctions en même temps. Capable de projeter des forces sur terre comme dans les airs, ce bâtiment est un outil stratégique pour la marine nationale. À son bord, les élèves de 3e année et de l'école navale suivent une formation professionnalisante destinée à les préparer aux réalités opérationnelles de leur future carrière. Le bâtiment dispose également d'une capacité hospitalière importante, équipé d'un hôpital pouvant accueillir jusqu'à 50 lits. Tout est mis en œuvre pour prendre en charge des blessés comme les malades du quotidien. Une zone hôpital qui nous permet d'avoir une capacité d'à peu près 50 lits. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la salle c'est la première salle en fait, c'est la salle de traitement. Où ici, on va déterminer l'état d'urgence du blessé, on va déterminer ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, prodiguer les premiers soins. Lors de l'escale du bâtiment sur le territoire, c'est le contre-amiral Jean-Baptiste Soubrier qui assure le commandement du navire durant toute sa présence en Martinique. Je sens aujourd'hui, depuis une semaine que je commande ce groupe, toute l'efficacité, toute la multiplicité des effets que j'ai avec un bateau qui est passé de mission en mission et qui, je viens de faire une conférence aux officiers élèves, s'adapte à l'environnement. Et aujourd'hui, la principale mission des armées ici aux Antilles, c'est de savoir s'adapter aux surprises stratégiques, aux aléas climatiques, aux aléas de crise qui peuvent arriver sur notre territoire comme pour des ressortissants français dans des îles avoisinantes. Et puis nous ouvrons une page santé dans ce journal importante. Chaque année, près de 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont détectés en France. Des maladies pas toujours prises en charge à temps, faute de personnel de santé. Dans les Vosges, l'hôpital de Saint-Dié a donc décidé d'organiser une journée de prévention et de dépistage. Aurélie Colombel et Nino Morvan-Ekel pour Vosges TV.
Derrière ces rayons bienfaisants pour le moral, le soleil est aussi l'ennemi de notre peau. Mai violet, mois de prévention des cancers cutanés, était l'occasion à l'hôpital de Saint-Dié d'organiser une journée de dépistage. Des dizaines de patients ont profité de cette opportunité. C'est pas un automatisme en fait de prendre un rendez-vous pour vérifier une fois par an mes grains de beauté, ce qui m'était recommandé. Et puis c'est vrai que des fois les délais sont un peu longs, donc si j'ai pas un besoin en fait dermatologique, j'y pense pas forcément. J'ai un grain de beauté qui est après un peu bizarre, donc je voudrais le montrer quoi. On devrait le faire tous les ans, mais c'est assez décourageant parce qu'on ne trouve pas de dermatologue. 3 dermatologues étaient mobilisés ce jour, mais il manquerait 1500 à 2000 spécialistes en France. Les délais de prise de rendez-vous s'allongent à l'heure où 100 000 nouveaux cas par an sont détectés. La population vieillit, donc forcément il y a plus de personnes qui sont sujets à ces cancers-là, et on dépiste mieux parce qu'on a des outils de dépistage qui sont plus importants, notamment le dermoscope que maintenant tous les dermatos utilisent. Les cancers cutanés pris en charge tôt se guérissent dans la plupart des cas après intervention chirurgicale. Pour les stades les plus sévères, l'arrivée de l'immunothérapie a permis des progrès fulgurants, mais la prévention reste la meilleure arme. À l'approche de l'été, cette journée d'action était l'occasion de rappeler les bons gestes. Mettre de la crème solaire tous les jours. Malgré le temps pluvieux et tout, les rayons du soleil, les UV passent quand même. Et ils préconisent en fait, à partir du mois d'avril, de mai, de mettre de la crème solaire, même quand il fait gris. On a plutôt les mélanomes qui sont dus au coup de soleil dans l'enfance. Donc c'est vraiment la photoprotection qui est essentielle. Et le deuxième type de cancer de la peau, les carcinomes, qui sont plutôt dus à l'exposition solaire chronique tout au long de la vie. Les cabines de bronzage majoreraient le risque de cancer de 20% dès la première séance. Enfin, les signes qui doivent alerter sont l'apparition de grains de beauté avec une couleur, une taille importante ou une forme irrégulière. Et puis toujours en matière de santé, près d'1 Français sur 3 passe par jour plus de 7 heures assis. Un chiffre inquiétant pour les autorités sanitaires. La sédentarité est un enjeu majeur dans notre société. En Corse, par exemple, vous allez le voir, un comité sportif propose des séances de marche active tout en découvrant les joyaux de l'île. Écoutons sur ce sujet le guide de cette activité au micro de nos confrères de Télépaésé. La journée consiste à faire sortir les gens de chez eux, en fait, pour éviter la sédentarité, parce qu'on s'est rendu compte que la sédentarité est un thème qui va nous amener vers des pathologies. En fait, le fait de sortir les gens juste de chez eux, faire quelques mètres, quelques centaines de mètres, ça va déjà les motiver pour des prochaines balades. Et on a vu qu'il y a de l'émulation, on a vu qu'il y a de la sympathie entre les gens. Et ça leur plaît finalement. Et le mouvement commence à prendre effet. C'est de faire que les groupes puissent faire découvrir le patrimoine qu'ils ont autour d'eux, qu'il soit patrimoine bâti, la faune, la flore, etc., quoi. Et justement, à partir d'un thème qu'ils vont donner, ils vont bâtir justement un petit séjour, une petite randonnée qu'ils vont mettre à profit et qui vont mettre au défi des autres régions. Et puis cette semaine, retrouvez une édition spéciale du magazine Le Point. Ce nouveau numéro se focalise sur la ville de Nice et présente les mesures fortes du début de mandat d'Éric Ciotti, tout juste arrivé à la tête de la ville. Retrouvez également dans cette édition une interview du nouveau maire qui se livre sur sa vision pour l'avenir de la Cité des Anges. Ce numéro spécial est bien évidemment à retrouver dès ce week-end dans tous vos kiosques. Et puis Hubert Coudurier, journaliste et directeur de l'information du Télégramme, partenaire de ce journal télévisé, vient de sortir un nouveau livre. Après s'être penché sur Valérie Pécresse avec son livre « Valérie Pécresse, la guerrière », l'écrivain a décidé de s'attarder sur Marine Le Pen dans un livre enquête, « Le mystère Marine Le Pen ». Christophe Rigaud a rencontré l'auteur Hubert Coudurier. Qui est vraiment Marine Le Pen ? C'est à cette question que s'est attelé le journaliste Hubert Coudurier. Même si les ennuis judiciaires de Marine Le Pen pourraient l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2027, le Rassemblement national est aujourd'hui incontournable. C'est le RN qui domine, qui aujourd'hui rassemble quand même dans les sondages 35% des Français. Finalement, l'hypothèse RN, que ça soit elle ou au final Jordan Bardella, monte en puissance. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à eux, pour essayer de les comprendre, de les faire parler, de voir en quoi surtout ils avaient évolué. Car aujourd'hui, après 3 échecs à la présidentielle, Marine Le Pen pourrait être obligée de céder sa place à un plan B, B comme Jordan Bardella.
Elle en a fait son dauphin. Elle est prête aujourd'hui à lui passer le relais si la cour d'appel ne l'autorise pas à se présenter. Lui, c'est trop tôt pour s'émanciper. D'abord, il a besoin d'elle. Il l'appelait encore récemment, pratiquement à chacune de ses interventions télévisées. Je pense que le temps de la séparation et de l'émancipation pour lui n'est pas encore venu. Donc ça ne sert à rien de les opposer. Et leur ligne politique, c'est un parti attrape-tout. Donc ils essaient de ratisser large. Dans son ouvrage, Hubert Coudurier lève également le voile sur la personnalité complexe et souvent insaisissable de Marine Le Pen. On ne sait pas trop finalement si elle attend cette décision pour pouvoir se remettre en selle alors que tout le monde l'a enterrée ou si ce serait une forme de soulagement. Elle est compliquée, elle est clivée, elle a aussi le côté de son père qui fait que dans le fond, est-ce qu'elle veut vraiment le pouvoir? On sait qu'elle aurait aimé être avocate, qu'elle est passionnée par la chose judiciaire et en tout cas de ce point de vue-là, elle est servie. Dans son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du parti, Marine Le Pen saura le 7 juillet prochain si elle peut se présenter ou non à la présidentielle de 2027. Ouvrons maintenant une page savoir-faire d'exception avec la broderie, qui est un art de décoration qui était très populaire il y a plus de 100 ans. Dans la Sarthe, un atelier était même de renommée mondiale puisqu'il a notamment brodé la robe de baptême de la reine Élisabeth II. Partons à sa découverte avec ce reportage de LM TV Sarthe, Laure Girard. Le Point de Beauvais ou Point de Chénette a son musée, à Bourg-le-Roi dans le Perche sartois. Ces bénévoles y font vivre l'histoire d'un savoir-faire qui a marqué la commune depuis que Marguerite Boulard a ouvert un atelier de broderie en 1843. Il sera un atelier reconnu dans le monde entier jusqu'en 1968. Cet atelier a été coté en bourse. C'était essentiellement des femmes du secteur qui venaient en vélo au titre de brodeuses ou de ponceuses. Il y avait également les cuisinières. Jusqu'à 60 ouvrières brodeuses qui travaillaient pour des familles fortunées, mais surtout pour de grandes maisons parisiennes de haute couture. Elles ont atteint un niveau d'excellence qui était très recherché. C'est un point de chaînette qui est extrêmement serré, coloré. Il faut que ce soit très nuancé. Les brodeuses ne savaient jamais à qui étaient destinées les pièces qu'elles confectionnaient. Et pourtant, certaines sont entrées dans l'histoire. La duchesse de Windsor, elle a envoyé des photos de ses petits chiens pour qu'on reproduise ces chiens en broderie sur des petites pochettes. A été brodée ici la robe de baptême d'Élisabeth II d'Angleterre. Les nappes du mariage du Shah d'Iran, 400 mètres de nappes brodées au fil d'or. Donc ça, c'était un peu fou, d'autant que les brodeuses n'aimaient pas broder au fil métallique, ça leur coupait les doigts. Un travail difficile donc, et qu'il fallait réaliser le plus vite possible. Chaque motif était étalonné. Donc un motif étalonné 1h30, si l'ouvrière mettait 2 heures, tant pis pour elle, elle était payée 1h30. Reste de ce travail minutieux, des merveilles de nuances et de couleurs sur étoffe à découvrir dans ce musée chaque week-end et aussi lors d'ateliers et de stages pour apprendre le Point de Beauvais. Perchés au sommet des églises, les carillonneurs jouent de la musique dans les villages de nos communes. Le carillon est d'ailleurs un instrument qui demande une très grande attention pour l'utiliser. Alors, écoutons et regardons ce carillonneur à Cholet, dans le Maine-et-Loire, au micro de la télévision locale du Choletais. Et vous me direz ce que vous en pensez. Les concerts, oui, il y en a assez régulièrement. Comme on ne transporte pas notre instrument de musique dans notre sac à dos comme une flûte ou un violon, on est régulièrement amené à se déplacer, donc à découvrir de nouveaux instruments, de nouveaux publics, de nouveaux lieux. C'est ce qui fait partie un peu du charme du métier de carillonneur aussi. Il y a déjà plusieurs standards de clavier différents, donc la position du pédalier n'est pas toujours la même par rapport au clavier, l'espacement entre les touches peut parfois différer un petit peu également, et puis les cloches n'ont pas toutes le même timbre, donc c'est à chaque fois un nouvel apprentissage qui se fait plus ou moins vite. Mais le carillon de Choletais est assez facile à prendre en main, il a une mécanique assez légère et assez souple. Les amateurs de tarte, eux, la connaissent bien. Vous l'avez deviné, il s'agit de la rhubarbe. Ce légume demande de la patience pour le cultiver, mais il séduit de plus en plus de chefs pâtissiers. Alors partons en Bretagne pour découvrir la rhubarbe des champs
jusqu'à notre assiette. Reportage de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, Zoé Duhamel. La rhubarbe, ce légume peu connu, est enfin sorti de terre. La saison a commencé et se prolonge jusqu'à juin. Catherine la cultive à Carantec depuis 2017. Son hectare de rhubarbe rouge, une variété moins acide, lui permet d'en récolter de 15 à 20 tonnes par an. Comment on la cultive? Donc, c'est un éclat de souche qu'on met en terre. On attend que ça pousse. La première année, elle va sortir de terre, elle va faire quelques tiges. C'est la troisième année qu'on pourra vraiment penser avoir un peu de rendement. Ce légume est aussi peu cuisiné. Catherine les vend notamment à l'hôtel de Carantec, mais ce ne sont pas les seuls à les préparer. Le pâtissier Stéphane Giraud teste dans son atelier son nouveau dessert pour la fête des mères, une tarte fraise rhubarbe. On prend un fond de tarte, on rajoute un insert qu'on a préparé à l'avance à la fraise rhubarbe. On va venir pocher notre ganache montée tout autour de la tarte et on va finir avec nos morceaux de fraises fraîches et nos morceaux de rhubarbe et voilà le dessert pour la fête des mères 2026. La fraise et la rhubarbe, chez nous en tout cas, c'est un parfum qu'on travaille régulièrement et on n'a aucune difficulté à la travailler. Et même si la rhubarbe est surtout utilisée dans des recettes sucrées, elle se révèle aussi dans des repas salés, rôtis ou en accompagnement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.